Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans ce nouvel univers qu'est celui de Métro 2033. Loin des vertes prairies hobbits et des champs de gloire, loin des batailles rangées et des actes héroïques, nous allons ensemble plonger dans les recoins sombres du métro de Moscou en l'an 2033. De l'histoire des stations aux légendes racontées sur certains tunnels sombres, je vous raconterai les sombres histoires d'une humanité agonisante. Mais pour ce premier épisode qui sera, je l'admets, peu original comparé à celui de Candy Goldo, nous allons parler de comment c'est arrivé. La Troisième Guerre mondiale, c'est ainsi que tout a commencé. La tension au Moyen-Orient ayant atteint son paroxysme, l'Iran aurait décidé d'envoyer une tête nucléaire sur l'Israël le 6 juillet 2013. Comme tout le monde le sait probablement, un tel acte entraîne une répercussion sur le monde par le jeu des alliances. Alors, tous les pays escaladèrent rapidement et tirèrent les uns sur les autres plus de 20 000 bombes atomiques. La totalité des pays dits développés sont réduits à un tas de cendres radioactives et à des abris. Les pays épargnés par les bombes furent toutefois touchés par l'hiver nucléaire qui suivit les bombardements. L'humanité était au bord de l'extinction. L'endroit qui nous intéresse cependant à la fin de cette guerre est la capitale russe, Moscou et son système de métro. Une alarme retentit dans les rues de la capitale alors que tous les habitants prennent leurs affaires, parfois des choses stupides et inutiles que l'on attrape par réflexe et partent vers le vaste système de métro qui est en fait un abri anti-atomique géant depuis la fin de l'ère soviétique. Les premières bombes tombent alors que les grandes portes sont par endroits encore ouvertes. Le métro de Moscou est une merveille de beauté et de technologie construite sous le régime de Staline. La première ligne est ouverte le 15 mai 1935. Quelques 75 000 ouvriers auraient participé aux travaux de creusement des rues du centre-ville de Moscou en vue de l'aménagement de la première ligne. Les stations, souvent enterrées à grande profondeur, ont un décor soigné qui en fait l'un des bijoux architecturaux de la ville. Certaines stations sont de remarquables témoins de l'art de l'époque du réalisme soviétique. C'est donc un événement étrange pour ces centaines de milliers de personnes que d'aller se réfugier dans les 182 stations qui composent le réseau en 2013. Alors qu'eux ont tout perdu, ils se retrouvent serrés dans des stations de métro exiguës et trop petites, et pourtant si belles, rappelant un passé glorieux. Au début, tout se passa bien, et les gens allaient et venaient dans les tunnels. Mais rapidement, les denrées arrivèrent à manquer, et les gens durent remonter à la surface pour trouver des choses utiles. Outils, bois, matériaux et choses diverses. On appela ces gens des stalkers. À peu près au même moment, dans les tréfonds indicibles du métro, furent trouvées des formes de vie horriblement mutées et des événements incontestablement surnaturels. C'est ainsi que l'on trouva par exemple le Nosalis, vraisemblablement une taupe mutée, enflée et violente, celle que l'on combat dans les jeux vidéo de métro. Alors, les habitants du métro durent s'habituer à ces formes de vie étranges, aux rats et à la noirceur des tunnels. Certaines correspondances devenaient petit à petit dangereuses à traverser. Les gens se réunissaient alors en factions, comme l'ANS, qui contrôle les stations de la grande ligne en cercle, la Confédération de l'Arbat, la ligne rouge, le 4e Reich, ou les Rangers de l'ordre aussi. Les premières guerres éclatent aussi dans le métro, entre la Hanse et la ligne rouge, pour le contrôle de diverses stations. J'y reviendrai dans un futur épisode, si celui-ci vous plaît. La ligne rouge fut aussi en conflit évidemment avec le 4e Reich, et la ligne de front se posa. La vie dans le métro est difficile, rude et rustique. On vit dans des tentes militaires, dans des stations ou sur les quais. On se nourrit de champignons que l'on cultive dans des champignonnières et de porcs qui sont élevés dans des fermes spéciales. On boit le célèbre thé de VDNKH qui est préparé à base de champignons et d'autres additifs secrets. Tout se menait par les cartouches d'AK-47, une denrée rare mais vraiment précieuse qui rend toute transaction quelque peu morbide. De la nourriture, 10 cartouches, 10 vies humaines. Un beau manteau,
Seulement 250 au lieu de 300 vies. Une aubaine! Le commerce est commun entre beaucoup de stations, mais certaines fois, des stations doivent être abandonnées pour des causes diverses. La Timiazerskaya, les rats. La Tourganevskaya, des événements psychiques très forts et paranormaux qui rendent fous tous les gens s'y rendant. Ce ne sont là que 2 exemples parmi des dizaines. Le jeu a complètement envahi la cité de Kitaïgorod. Alors, plus le temps avançait, plus les stations se vidaient. L'éclairage public lâcha et fut remplacé par le quotidien des habitants depuis lors. Les lumières rouges de sécurité des stations. Les horloges fonctionnant étaient révérées comme des quasi-dieux, donnant le temps du monde comme un métronome de la pensée. Les anciens employés du métro étaient devenus leurs chefs. Alors, la vie suivait son cours, et les gens s'y habituèrent. La garde s'établit au-delà des stations, à 30, 100 et parfois même 450 ou 500 mètres des stations, avec lance-flammes, AK-47, mitrailleuses lourdes et gardes relevés. La peur des tunnels était instaurée. C'est dans ces conditions que l'on pourra faire la connaissance d'un homme important du métro, nommé Artyom. Mais cette histoire devra attendre. Je dois prendre mon tour de garde au poste des 450 mètres. Alors à bientôt, dans les tunnels sombres du métro ou dans une station. Ciao!